Bienvenue sur Le Goûter, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui donnent vie à leurs idées. Ce mois-ci, j'accueille Alix, plus connu sous le pseudo Studio Horty. Dans cet épisode, on va parler de graphisme, d'illustration, d'entreprendre sa vie. Et petit bonus, Alix nous donne plein de conseils pour débuter dans le milieu du freelance. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast et cet artiste, rendez-vous sur le site podcastlegouter.com à la fin du podcast pour vous abonner à la box mensuelle afin de recevoir tous les mois une petite illustration réalisée par nos invités. Miam 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 miam. Bonjour Alix. Bonjour. Merci beaucoup de te prêter au jeu du podcast. Mais avec plaisir. Et puis je suis très content d'être là parce que du coup il y a plein de choses à voir avec toi. Et pour commencer, donc, je t'ai un petit peu présenté dans l'introduction du podcast. Ouais. Et là je vais te laisser te présenter toi, ce que tu veux nous dire par rapport à ton parcours scolaire, professionnel, enfin. D'accord. On t'écoute. Ok, donc moi c'est Alix, je suis graphiste illustratrice, je suis à mon compte depuis maintenant 6 ans. J'ai toujours été indépendante, c'est-à-dire que j'ai jamais été salariée, je me suis lancée 1 an avant la fin de mes études et c'était un petit peu comme une évidence pour moi. Donc j'ai monté un studio graphique pour lequel je développe à la fois donc une partie illustration et une partie graphisme. Et puis j'ai une deuxième casquette qui est plus de l'accompagnement aux entrepreneurs. Et donc là, sous le nom d'un collectif qui s'appelle Bande à part, où j'accompagne et je fais de la formation, de l'événementiel. Et puis j'anime un petit réseau de freelance sur Nantes. Ok, et du coup en termes d'école, t'as fait quoi ? Alors j'ai fait l'ECV, l'ECV Nantes, qui est une école, ECV c'est pour école de communication visuelle. Okay. Il y en a une à Nantes, mais il y en a plusieurs en France. C'est une école en 5 ans, sur un diplôme de niveau 2. Moi j'ai fait un cursus plus corporate, donc une spécialisation sur l'identité, le print. Et il y avait aussi donc des cours de pub, des cours d'image, enfin c'était assez complet, du web aussi. Donc 5 ans à l'ECV, c'est comme ça que je suis arrivée sur Nantes. Et du coup, en termes de... J'ai vu, moi, j'ai un peu fouiné sur ton Instagram, j'ai vu que tu as été prof de BD et de dessin. Tout à fait, ça doit faire 3-4 ans maintenant. J'ai eu une opportunité, en fait, de remplacer, de faire Il y a une de mes connaissances qui est partie en congé maternité, qui était donc prof dans une école, et qui a pensé à moi, parce que voilà, c'est quelque chose qui m'anime un peu, de pouvoir transmettre, j'en parle souvent. Et puis là, c'était donc plus sur des cours d'illustration. C'était la première fois, c'était ma première expérience de donner des cours à des enfants pour le coup, donc pas du tout à des jeunes adultes. Vraiment très jeune du coup ? Oui, c'était en école primaire. Alors il y avait 2 typologies. Le mercredi, j'avais les enfants de l'école primaire, donc il y avait un panel entre 4 et 6 ans à peu près. Et le samedi matin, pendant 1 an, j'ai fait aussi des cours là plus de BD, et c'était des pré-ados à peu près. Donc vraiment des typologies de personnes voilà, à qui j'avais jamais fait des cours. Et puis plus avec les enfants en bas âge, c'était vraiment plus de l'apprentissage sur les couleurs, sur les formes, aussi tout ce qui était la peinture, essayer des nouveaux médiums, des choses comme ça. Et la BD, là, c'était plus technique, d'apprendre les bases de la BD, donc vraiment comment on construit une BD, comment on fait une histoire, des choses un peu plus techniques. Et c'était une super expérience, ouais. Et il y a une BD qui est sortie à la fin de l'année ou... Pas du tout. Avec les pré-ados, on montait des projets, mais c'était des projets courts. Par contre, avec les enfants en maternelle, on a fait tout un projet inter-école, en fait, où à la fin de l'année, on présentait... il y avait un parallèle avec plusieurs disciplines, donc le théâtre, le chant, et donc moi, plus le dessin. Et on avait une thématique sur toutes les écoles, et là, on faisait une petite expo où les enfants étaient fiers de présenter leur travail. Ça, C'était cool. Et là, tu dis que c'était il y a 4-5 ans à peu près ? Ouais, je pense qu'il y a peut-être 4 ans, 3-4 ans. Parce que je sais pas si tu as gardé contact, mais peut-être qu'il y en a qui sont maintenant en école de... Alors, je sais pas, ils étaient quand même petits. Les préados, je les ai pas recroisés. Je sais que j'ai croisé plus les enfants du mercredi. Ça m'arrive de les croiser en ville, des fois, le mercredi après-midi. C'est chouette. Mais non, je n'ai pas du tout gardé de contact, malheureusement, avec eux. C'est vrai que je ne mets pas les pieds dans les écoles tous les 4 matins. Mais oui, je serais curieuse de savoir ce qu'ils sont devenus. Tu leur donnes l'étincelle pour... Ah, ça serait chouette. Et il y avait vraiment des enfants très, très doués. C'était impressionnant de voir que moi je sortais de l'école et on avait eu des cours forcément de technique, de dessin, de choses comme ça, et de voir déjà eux à cet âge-là ce qu'ils étaient capables de faire, c'était impressionnant, quoi. C'était vraiment
des sujets vraiment libres Alors pour la BD, c'était souvent divisé sur les 2 heures. Il y avait 1 heure où moi j'essayais d'apprendre des bases, donc la construction, les différents plans, aussi des focus sur comment on écrit une histoire, sur l'importance des personnages. Et ensuite ils étaient libres eux-mêmes, donc je leur donnais des exercices pratiques. Des fois je préparais aussi soit des petits plans, des petites feuilles. Je venais avec tout mon matériel et puis on testait des choses. Et à la fin du cours ils repartaient avec des choses et ils pouvaient montrer à leurs parents et continuer à la maison. Des fois, ils revenaient la semaine d'après en ayant continué. Donc, le but, c'était plus de leur faire découvrir une pratique et de ouvrir un petit peu le champ des possibles pour eux, quoi. Et la bande dessinée, c'est quelque chose qui t'intéresse à titre personnel? Enfin, de dessiner une Alors, bande dessinée? j'aime beaucoup la bande dessinée, plus côté lecteur. Non, je pense pas que la bande dessinée, ça soit quelque chose fait pour moi. En termes d'illustration, j'aime beaucoup plus expérimenter des choses, mais je pense que en termes techniques, j'aurais des grosses lacunes et c'est un talent fou qu'il faut avoir. Et puis, ça demande vraiment une partie très complète en fait. Donc, Puis même en termes de temps, je suppose que ouais. pour faire une bande dessinée, il faut 1 an devant soi. Ouais, il comme faut ça. être très carré. Moi, je suis plus dans l'immédiat, la spontanéité. Mais par contre, j'aime beaucoup en lire et j'aime beaucoup découvrir des artistes. Je suis plutôt sur les romans graphiques là pour le coup. J'ai une frustration dans la lecture de BD parce qu'à la fin d'un tome, ça se lit trop vite et on a envie de passer au suivant. Alors que le roman graphique, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a un plus gros nombre de pages, on peut vraiment développer une histoire et il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Et en termes de style, actuellement, il se fait vraiment des belles choses. Je regarde, mais est-ce que tu as Guy Delisle? C'est assez politique. Et en gros, il a fait. Ah ouais, moi j'ai adoré. C'était S'enfuir. Donc le récit d'un otage. Ah ouais, non, Et, je vois la couverture, mais j'ai jamais Chronique lu. de Régis C'est Zalem. bien? C'est Ouais, trop bien. c'est Franchement, ça chouette. se lit trop bien. Ah, non, je connais pas du tout. Et après, ouais, il en a fait d'autres sur Pyongyang. Chronique Birman, pardon. Chronique Birman et Chronique de Jérusalem. Ok. Mais ouais, même les. Du coup, peut-être que tu lis des comics. Ça fait longtemps. Parce que là, moi, je me suis remis sur Fable. Et Ah oui, je vois ce que c'est. Mais non, je suis pas lectrice de ce genre de... J'en ai lu étant un peu plus jeune, mais non, maintenant, c'est vrai que je me suis un peu... C'est mon côté graphiste, ça me ramène au roman graphique, en fait. Ouais, ok. Et du coup, je vais juste te poser une question. Oui. Enfin, une dernière question. Est-ce que tu t'éclates dans ton travail? Ah oui. Oui, bien sûr. Alors, comme c'est purement un choix quand même d'être à mon compte, il y a une liberté qui permet aussi de pouvoir tester des choses et de faire ce qu'on aime, qui a pas de prix. Ça, c'est vraiment, je pense que oui, j'en ai bien conscience et c'est un vrai plaisir au quotidien. Après, comme tout travail, il y a des hauts et des bas, donc on s'éclate pas tous les jours. Et des fois, c'est compliqué, des fois, il y a vraiment des difficultés, mais globalement, oui, je suis très contente de faire ce que je fais aujourd'hui. Oui. Plus j'avance, plus j'ai l'impression d'aller vers des choses que j'aime et des choses qui ont du sens, en tout cas pour moi. Au début, j'ai vraiment commencé parce que j'avais une formation et que c'était le métier pour lequel j'étais formée. Donc j'ai tâtonné et le fait de mettre à mon compte m'a permis d'ouvrir en fait ce champ-là et d'aller plus loin que ce que j'avais appris à l'école et de pouvoir me former aussi, tester des choses et arriver là où je pensais pas arriver. Et aujourd'hui, je fais un métier qui n'était pas tout tracé en fait. Et il y a plein de casquettes de mon métier actuellement. Et voilà, je pensais pas faire ça aujourd'hui, donc c'est super et c'est chouette et j'en profite bien et j'espère aller encore loin. J'espère aussi. J'ai je pose beaucoup de questions, mais est-ce que c'est un parcours logique d'être indépendant quand on fait une école de graphisme ou pas du tout? Alors, ça dépend. À l'heure où moi j'ai fait mes écoles, enfin mon école, même si je suis pas très très vieille, je suis sortie il y a 4 ans. J'avais 45 ans. En vrai. C'était pas logique, c'est-à-dire qu'on n'était pas formé pour être indépendant. Okay. On n'était pas du tout dans une démarche où il y avait autant d'indépendants, il y avait assez peu de freelance, ça a commencé à arriver et l'école nous formait vraiment plus à être des directeurs artistiques dans des grosses agences, voire même plutôt de monter à Paris. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour quasiment l'intégralité de la promo. On était vraiment plus formés pour être salariés et d'avoir on nous faisait miroiter aussi des grands postes. Après, il faut savoir aussi que dans le graphisme et dans la communication visuelle, c'est une branche qui est assez bouchée parce qu'on est beaucoup aussi à sortir chaque année, qu'il y a peu de postes dans les structures et donc se mettre à son compte, c'est une solution actuellement pour beaucoup d'étudiants. Moi, pour le coup, ça n'a pas forcément été comme ça, c'est-à-dire j'ai su assez tôt que je voulais me mettre à mon compte.
parce que en termes de personnalité, ça collait aussi à ma manière de fonctionner, à ma manière de travailler et à mes envies. Et puis j'avais envie en tout cas de tester, je savais pas si ça allait durer, je savais pas si ça allait me plaire, mais et c'est pour ça qu'à la sortie de l'école, j'avais déjà un statut depuis 1 an, j'avais quelques missions, mais bien évidemment, c'était pas un travail à temps plein vu que j'avais les cours à côté. Je me suis laissé 1 an à la sortie de l'école pour me dire j'essaye maintenant de travailler à temps plein, d'avoir de nouveaux clients, de voir un peu comment ça marche, voir si ça me plaît et voir si j'arrive à en vivre. Et je m'étais dit je me laisse 1 an et dans 1 an je refais le point. Et puis 1 an s'est passé et je sentais que ça me plaisait beaucoup, qu'il y avait encore beaucoup de choses à développer. J'étais encore à l'époque sous le nom de Alix Leroy, j'avais pas monté Studio Horty. Là je me suis dit allez, je continue et puis je vois où ça me mène, je me pose pas de questions. C'était un peu au feeling et puis je suis encore là. donc c'est super et je me pose pas trop la question, c'est-à-dire que pour moi avec du recul maintenant c'est une évidence, oui. mais en tout cas ça l'est pas forcément pour tout le monde et on peut y arriver sur le tard. Je pense pas qu'il y a de bonnes pratiques, c'est vraiment super personnel en fait, en fonction de nous. Je pense qu'on reviendra un petit peu quand même sur après notre partie. Avec plaisir. À moins que tu aies autre chose à dire sur ton parcours. Non, c'est déjà pas mal. Du coup, ce qu'on peut faire, on va passer sur la partie inspiration, ton inspiration et ton univers. D'accord. Et là, je pensais te poser des questions en fait sur ton room tour. D'accord. Et quand je suis rentré, en fait, tu m'as expliqué. Alors là, c'est là où je fais les coworking. Là-bas, c'est là où je travaille mes projets, des clients, projets perso. Ouais. Et un espace relaxation, relaxation. Un espace plus où je fais les ateliers. Le salon, c'est un mi-relaxation et mi-atelier quand j'en organise. D'accord. Donc il y a 3 espaces définis, le bureau, le coworking et les ateliers. C'est vrai que ça fonctionne un peu comme ça. Là, ça, vous le verrez dans le room tour qui sortira après le podcast. Et vous pourrez, je vous conseille fortement d'aller voir, parce que j'aime bien. Si vous aimez son fil Instagram, c'est presque les mêmes couleurs de... c'est brandé Studio Horty, attention, c'est Instagram dans la vraie vie. Pas tout le temps. Ce qui permet du coup de faire une petite transition facile sur tes couleurs et les animaux. Moi j'étais... Ah oui, c'est 2 choses que tu as retenues de l'univers. C'est chouette, ça me va bien. Les couleurs, oui, c'est quelque chose auquel je suis sensible. J'ai un univers assez, on va dire, pastel, assez blanc, plutôt poudré, un peu girly, un peu rose, qui est totalement assumé. C'est quelque chose qui est là depuis très longtemps, en fait. Même avant même d'être graphiste, j'avais un attrait pour la déco, pour le design, et c'était déjà un petit peu comme ça dans mon univers, on va dire. Et ça s'est ressenti dans mon travail, donc c'est vrai que j'ai plutôt un univers poudré. Et puis les animaux, oui, c'est vrai que j'y suis sensible et que c'est un sujet qui revient souvent. J'ai un peu un petit cœur chamallow dès que je vois un animal. Voilà, c'est comme ça. Et c'est une super inspiration aussi, notamment en termes de dessin. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est chouette. C'est une belle créativité qu'il y a derrière ce sujet. Du coup, par rapport à tes commandes clients, ils font appel à toi parce qu'ils aiment ce que tu fais, ou c'est toi qui rentres dans le moule de leur... Alors c'est intéressant comme question. Je me suis fait une réflexion en avançant dans le freelance en me disant, en étant graphiste, j'ai remarqué qu'il y a 2 choses qui sont possibles, qui s'offrent à nous. C'est soit être un graphiste qu'on appelle polyvalent, c'est-à-dire que c'est un graphiste qui est très bon en concept, qui va réussir à s'adapter aux clients et qui va travailler pour toute typologie de clients. Et il peut travailler dans des univers très très différents et amener des réponses qui sont tout à fait pertinentes. Et il y a un autre vers qui est plus être un graphiste avec une touche plus artistique, je dirais, où là on assume un goût, un univers qu'on met en avant, et pour le coup le client vient parce que justement il retrouve que ça peut ressembler à des valeurs de sa marque, à des univers qu'il aime, et il fait appel à nous justement pour qu'on arrive à lier nos 2 univers, ce qui fait que ça nous met à dos des clients, bien entendu. Quand moi, un client vient sur mon Instagram, un client homme qui fait du BTP, je pense pas qu'il va me contacter pour signer un contrat. C'est un choix que j'ai fait, qui est assumé maintenant totalement et que je regrette pas d'avoir fait, parce que ça m'amène à travailler pour des projets ou pour des clients avec lesquels je partage des valeurs, où je sais que le travail que je peux proposer, il y a de grandes chances qu'il plaise parce que déjà au début il y a une accroche et qu'il y a quelque chose, et ça m'a permis d'arriver plus à travailler pour par exemple du cosmétique, de la mode ou de la déco, chose qui m'intéresse naturellement, et ça c'est vraiment chouette. Mais il y a, voilà, encore une fois, c'est en fonction de chacun, il n'y a pas une réponse. Moi j'ai fait ce choix là, mais
toute façon, c'est comme dans l'entrepreneuriat, on pourra peut-être après, mais faire un choix, c'est faire... Enfin, c'est con, mais c'est choisir. Oui, tout à fait. Donc, il faut dire non à certaines personnes. Oui, et c'est très dur parce qu'on est confronté très souvent à des choix en étant freelance, vu qu'on a cette liberté aussi d'aller un peu où on veut et de tester beaucoup de choses. Et on se rend vite compte qu'il faut absolument faire des choix parce que sinon on est là, on est en flottement et on n'avance pas forcément. Voilà, on reste là, mais ça avance pas comme on le souhaite. Donc de donner une direction en prenant un choix, je pense que c'est important. En tout cas, là, moi, ce que j'ai fait pour cette casquette plus de graphisme, j'en suis contente aujourd'hui et ça continue à évoluer, bien évidemment, aussi avec les clients qui accompagnent et puis qui aiment aussi certaines choses, avec les tendances actuelles. Mais ça, c'est une des casquettes et une partie de mon activité que je développe et qui est très plaisante et c'est la première de mes activités. Et ma seconde casquette, ça va plus être là, pour le coup, plus humain. C'est de l'accompagnement des entrepreneurs sur différentes formes. Ça peut être de l'accompagnement sous forme d'ateliers thématiques, donc de la formation pure et dure en petits groupes. Ça peut être aussi conseil et sinon des ateliers coworking, des événements, donc plus de l'animation d'un réseau et être là pour aider les indépendants à mieux appréhender leur vie de freelance, à répondre à des problématiques, voilà, quelque chose de moins dans la création, on va dire, et plus dans l'accompagnement. Et c'est quelque chose qui me passionne et j'ai pas souhaité faire un choix entre l'un et l'autre parce que y a un pont qui se fait entre les deux et ma première casquette amène de l'intérêt à l'autre et me permet d'avoir aussi une vision terrain parce que je suis moi-même graphiste et je suis confrontée à des problématiques. Donc, oui. Du coup, pour résumer, je dirais vaut mieux avancer quitte à être perdu qu'être perdu sans avancer. Ah bah oui, clairement. Alors ça, moi je suis convaincue de ça. Il faut tester, il faut essayer, il faut faire plein de choses et puis on se prend des murs des fois et c'est pas grave, on se relève et on tente autre chose. D'être là et puis d'attendre que ça se passe et puis de subir, c'est tout l'inverse d'être freelance. Et si seulement, ouais. Et si seulement. Et au final, le temps passe. Et oui, et puis on se retourne un jour et on se dit, bah mince, finalement je suis pas là où je souhaiterais être, quoi. Du coup, en termes de nourriture, on va dire, pour te nourrir de ton inspiration, c'est... Tout à l'heure, en off, on parlait du pet sitting, oui. Avec les animaux. Et qu'est-ce qui te donne ces idées ? Alors, pour le coup, je pense que c'est plus un quotidien, c'est-à-dire d'être confronté au jour le jour alors à la fois des personnes, parce que j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens dans mon travail et de faire de belles rencontres, donc ça c'est quelque chose qui nourrit beaucoup l'esprit aussi, parce que ça ouvre, ça amène à découvrir des choses, d'évoluer aussi, je pense, dans une ville qui le permet, c'est-à-dire de pouvoir avoir toujours une actualité, pouvoir sortir, voir des nouveaux lieux, voir des expos, c'est quelque chose qui nourrit aussi beaucoup l'inspiration. On est à Nantes. On est à Nantes, c'est vrai, pardon. Et Nantes est une ville vraiment créative et je pense que... oui, je pense que Nantes m'aide beaucoup, moi, dans mon métier pour pouvoir m'épanouir et en tout cas me proposer des choses qui font que j'arrive à me cultiver, que j'arrive à rentrer facilement en contact avec des gens, que j'arrive à m'ouvrir l'esprit et puis avoir d'autres choses. Donc ça je pense que c'est important. Et après, c'est plus une culture personnelle qui est à travailler, c'est-à-dire que d'essayer de se tenir un petit peu informé, d'être curieux. Voilà, faut avoir cette envie de traîner un peu partout, alors que ce soit sur internet ou dans les bibliothèques. Mais ouais, je pense que c'est quelque chose d'assez naturel et pour beaucoup d'artistes, je pense aussi, de vouloir toujours aller plus loin et de faire nos petites souris. Et ça nourrit forcément la créativité. Et du coup, ton style ? Alors pour le style du travail, c'est venu assez naturellement le fait que très vite, en étant étudiante par exemple, dans mes rendus, on me faisait le reproche que c'était trop carré, trop droit, trop... c'était à mon image. Et en fait, c'est quelque chose dont j'en ai retiré une force, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en ai fait un style et mes clients viennent aussi me chercher pour ça, pour quelque chose qui est assez lisse, qui est assez épuré, qui est en effet assez carré. Beaucoup de gens, quand ils décrivent mon travail, peuvent dire « Ah oui, Alix, t'as un style scandinave ». Alors ça va de mes réalisations graphiques à ma déco, mais c'était assez naturel pour moi parce que je pense aussi que c'est une sensibilité aussi personnelle, d'aimer les choses assez épurées, assez blanches, avec des couleurs assez pastel et des choses assez carrées qui collent à ma manière de travailler aussi. Donc on peut dire que mon style est plutôt comme ça, scandinave. Du coup, ton style est un peu scandinave, et du coup, en termes de palette graphique, oui. Est-ce que tu tournes avec... Enfin, comment est-ce que tu fais en fait ? Parce que moi, je suis dans cette période-là je cherche des couleurs pour moi. D'accord. Un style graphique, justement. Okay. Tu te fixes, je sais pas, 10 couleurs,
Et tu tournes avec celle-ci? Tu veux dire pour les projets clients, pour la communication univers, perso ou... Alors, pour le coup, pour les clients, il y a une vraie recherche qui est où j'ouvre vraiment les palettes de couleurs, donc ça peut être très diversifié. Après, oui, je vais jamais proposer de couleurs vives à un client parce que je serais pas à l'aise avec ça, parce que c'est pas naturel chez moi de faire des compositions graphiques à partir de couleurs très vives en tout cas. Si c'est une volonté du client, pourquoi pas, mais je sais bien qu'ils viennent pas me chercher pour ça. Donc pour les clients, j'ouvre et je vois en fonction du brief, et ça peut passer dans plein de couleurs différentes. Et pour moi, pour le coup, j'essaye de faire attention aux couleurs, notamment sur tout ce qui est les réseaux, sur la communication, sur le site aussi, d'essayer d'avoir des couleurs qui sont chartées en fait, un peu Studio Horty, donc avec des fonds qui sont récurrents, mais je me laisse le plaisir des fois d'aller expérimenter des nouvelles choses, et puis il y a tellement de choses à faire dans les couleurs que... C'est saisonnier peut-être un petit peu, genre aussi, 2019 il y a des tendances, oui, là actuellement on est beaucoup sur des tendances plus, ce qu'on va dire, des tendances de la terre, des tendances naturelles, on est dans du ocre, dans du moutarde, dans des choses assez chaleureuses pour cette année-là, 2019, chose qui n'était pas du tout le cas il y a 1 ou 2 ans par exemple, où on était beaucoup plus sur des couleurs pastel mais assez lumineuses, donc il y a aussi un effet de mode, il y a des tendances, et c'est normal de les suivre des fois. Ça fait aussi partie de nos inspirations, sans même qu'on s'en rende compte. En fait, on suit les tendances qui se passent parce qu'on regarde aussi beaucoup de choses et qu'on est inspiré. Mais je pense que c'est un jeu sans fin, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu pourrais travailler pour une agence de tendance, justement, qui crée des palettes et qui cherche toute l'année, pour l'année d'après. Je sais pas si je pourrais en termes techniques, mais ça serait quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, oui. C'est passionnant d'essayer de voir quelle sera la tendance et d'avoir toujours un coup d'avance, de pouvoir analyser aussi les pratiques et dans tous les domaines, parce qu'on se rend compte qu'une tendance, elle va s'appliquer à tous les domaines, il n'y a pas d'exception en fait. Mais moi je trouve que c'est des magiciens ces gens-là, comment ils font pour prévoir des tendances. Et je me pose la question de savoir aussi, est-ce qu'on n'aiguille pas aussi les gens vers une certaine tendance, parce que forcément quand il y a un premier mouvement, après c'est vite suivi et ça envahit un marché sur tous les domaines. Donc je sais pas, je serais curieuse de faire ma petite souris, voir comment ça fonctionne. J'ai jamais eu l'occasion de voir ça. Je rigole parce que ça fait penser à Diable Sévillon Prada. Oui. Comme, je sais plus ce que c'est comme vêtement, elle lui dit cette ceinture-là, cette couleur-là, et elle explique tout le cheminement du truc. Et ce que tu as dit, c'est ça, en fait, ça vient de la mode, ensuite c'est recyclé. Oui, et qu'en fait, c'est pas juste toi qui as choisi que j'aime bien le violet, je sais pas pourquoi, mais cet été j'adore le violet. Non, je t'assure. En fait, t'aimes peut-être pas le violet, mais tu crois aimer le violet. C'est ce qu'on te met à disposition. Oui, c'est vrai. Et il y a vraiment ça aussi, au-delà des couleurs, en termes de tendance, nous, dans notre métier, on sent, il y a des tendances en graphisme, il y en a chaque année, et puis il faut se mettre au goût du jour, il faut aussi pas vouloir faire de la tendance à tout prix, parce qu'on en perd du sens aussi à vouloir... Il y a des grandes tendances en illustration, il y a des grandes tendances en graphisme, et je pense que c'est ça toute la difficulté, d'arriver à la fois trouver notre style, et être actuel et pas être has-been, rester dans une tendance et juste mettre le bon curseur au bon endroit pour trouver le juste équilibre. Et ça, c'est un travail permanent, mais c'est un travail de veille qu'on fait en tant que créatif, en fait. Ok. Du coup, là, on va faire une petite transition vers la partie 3, donc de la technique. Yes. Miam 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 miam. Quel est le matériel, les logiciels? Parce que là, je vois qu'il y a 40 ordinateurs, mais il y a quelques ordinateurs autour de moi. Alors moi pour le coup j'ai un MacBook, donc j'ai un portable parce que c'était important pour moi d'avoir un ordi non fixe, parce que je fais pas mal de coworking à l'extérieur aussi, que je bouge de temps en temps, quand je vais mes clients c'est pratique aussi, donc j'ai commencé par ça, d'avoir un Mac portable, et plus pour le confort, j'ai investi dans un écran, un grand écran que tu vois là, pour le coup pour être à l'aise pour travailler et avoir un espace de travail beaucoup plus grand, qui est nécessaire en graphisme, mais comme je travaille quand même la plupart du temps au bureau, c'était important, mais ça me permet de switcher et de juste avoir à brancher mon écran. Et pour le reste, c'est tablette graphique quand c'est nécessaire pour le dessin, et puis une bonne vieille imprimante, des crayons et puis du papier. Quand tu dis tablette graphique, c'est l'iPad ou c'est vraiment une Cintiq? Non, tablette graphique, non, c'est pas une Cintiq, c'est vraiment une tablette. Là, moi pour le coup, c'est une tablette format
un peu plus grand que A5. Ouais, A4 même, je pense. Et tu sais, avec un stylet et qui te permet de pouvoir de dessiner. Alors, t'as pas le rendu du papier, bien évidemment, mais de pouvoir de dessiner avec un crayon. Et t'as un rendu directement sur les logiciels Illustrator, Photoshop. Voilà, c'est pas un outil que j'utilise quotidiennement. J'en ai besoin quand je fais de l'illustration vectorielle. Mais c'est pas, c'est pas mon outil principal en tout cas. Tout reste quand même clavier souris Mac pour le graphisme, c'est la base. Et papier crayon pour le reste. Ok, peut-être une précision pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas graphistes. Le vectoriel, c'est tout ce qui est point fixe, on peut agrandir, diminuer, Ouais, tout à ça fait. bouge pas, Il il n'y n'y a a pas pas de de pixels. pixels, voilà, on peut rentrer dans l'image à l'infini. Et c'est le logiciel qu'on utilise le plus pour faire des tracés vectoriels, c'est Illustrator, c'est le plus connu. Et le frère ennemi avec des pixels, c'est Photoshop. C'est Photoshop. C'est la guerre des titans. Ouais. D'ailleurs, tu fonctionnes plus sur lequel? Alors moi beaucoup plus sous Illustrator et encore plus sous InDesign pour le coup. Alors InDesign c'est un logiciel de mise en page, donc là c'est un super outil qui permet vraiment de pousser des présentations, de faire du graphisme, faire de l'édition et je switch constamment entre l'un et l'autre. Et Photoshop vraiment plus pour de la retouche photo et un peu dilu aussi de temps en temps, mais c'est pas mon logiciel de prédilection. Moi non plus. Et donc tout à l'heure, je t'ai dit, oui, on posera peut-être plus de questions plus sur la partie recherche, client, Ouais, etc. tout à fait. Donc, est-ce que tu as des conseils à donner donc, pour des gens qui débutent pour rechercher des clients et maintenant, comment ça se passe? Ok. Alors, le démarchage, c'est un vaste débat et c'est très personnel. C'est-à-dire que avant même de démarcher un client, il faut se poser les bonnes questions, il faut être prêt à être dans une position où déjà on se considère en tant que professionnel, où on est fier aussi du travail qu'on va présenter à un potentiel client pour le démarcher. Il vaut mieux avoir quelque chose, un portfolio? Ouais, Ou tout à fait. démarrer, moi de toute façon, je verrai bien comment ça se passe. Alors surtout pas. Alors peut-être que quelqu'un d'autre aura un autre son de cloche. Moi je te donne le mien. Pour moi c'est quelque chose qui se prépare vraiment en amont. Un lancement d'activité, quelle que soit l'activité, et notamment quand on est créatif, ça se prépare forcément. Un portfolio ou un book c'est le minimum. Donc le but c'est d'avoir déjà des réalisations. Même si c'est des réalisations fictives, des travaux d'étudiants, bien entendu, on se doute que quelqu'un qui sort d'école et qui a tout juste un diplôme, il va pas avoir un book énorme avec 30 000 clients, il n'aurait pas à démarcher. Donc, mais de pouvoir présenter proprement, ça c'est super important. D'avoir aussi un panel qu'on puisse montrer, je sais pas, s'il y a un style, s'il y a des capacités à mettre en avant, des compétences qui sont différentes, faut toutes les montrer. Faut un peu convaincre aussi le client qu'on est bon dans certains domaines et mettre ça en avant. Il faut savoir faire des choix aussi, c'est-à-dire pas vouloir tout montrer à tout prix. Ça, je pense que c'est le défaut qui ressort le plus dans les portfolios, par exemple, là, de demande de stage, c'est qu'à vouloir trop en mettre, on perd en qualité. Donc plutôt faire un choix. Il faut cibler en fait. Je pense oui. Il y a forcément des points sur lesquels on est bon et donc il faut réussir à mettre ça en avant et vaut mieux avoir un book qui présente que 5 projets mais que ce soit des très bons projets plutôt qu'un book de 15 pages où on est convaincu des 3 premiers puis après on se dit oh là 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 ça va nous desservir en fait. Donc ça je pense que c'est important de soigner ça. Quand tu parles de projet, qu'est-ce que c'est? Un projet, ça va être quand on est étudiant par exemple on fait des projets à l'école, c'est-à-dire que on a un brief, donc une demande bien spécifique avec des attentes d'un client et on sortir un projet. Alors par exemple ça peut être un projet de logo, ça peut être un projet c'est des travaux en fait, ce que tu vas pouvoir mettre. Moi par exemple mon portfolio c'est mon site, donc là je mets en avant des projets ou des travaux que j'ai développés pour des clients et ça peut prendre plein de formes différentes. Le but c'est de pouvoir montrer ce que tu es capable de faire, ce que tu as développé et aussi de montrer une patte, une approche, une sensibilité. Donc pour démarcher c'est super important parce que le client il faut qu'il puisse se projeter aussi, comprendre qui tu es et qu'il soit déjà un petit peu convaincu à cette étape-là parce que s'il te fait confiance, il va plus facilement te donner du travail ou te confier une mission ou en tout cas faire un essai avec toi. Donc pour démarcher je pense que c'est important de soigner ses supports et aussi en termes de présentation. Quand je dis présentation, c'est un positionnement aussi en tant que personne, un positionnement physique, un discours. Et ça se travaille en fait. Ça vient aussi avec l'expérience. Plus on est confronté à ce genre de situation, plus on est à l'aise et plus on réoriente aussi un petit peu la manière qu'on a de se présenter. Mais
Je pense que c'est important. Le client, il va, quand il fait appel à un freelance en tout cas, il va bien évidemment regarder son travail, mais il fait avant tout appel à un humain. Et s'il y a un feeling qui passe, s'il passe un bon moment, s'il sent qu'il y a des atomes crochus, ça va être beaucoup plus simple pour lui de dire ah, j'ai envie de travailler avec lui, je l'ai trouvé intéressant, je trouve qu'il a bien rebondi. Là, il a quelque chose à nous apporter, c'est du donnant-donnant aussi en fait. Donc, ouais, je pense que ces points-là, ils sont importants pour le démarchage. Et le démarchage, le plus dur, c'est quand on débute. Faut envoyer son book à Alors, 3 personnes ou inonder la planète faut pas inonder la planète, surtout pareil. Après, c'est pareil. Tout dépend des villes dans lesquelles on travaille, mais c'est quand même des microcosmes, c'est-à-dire que les gens se connaissent, les gens parlent aussi entre eux, ils sont prêts à partager les très bonnes choses, comme aussi les mauvaises expériences. Donc, je pense que dans un premier temps, il faut aller frapper aux portes qui nous donnent envie, aux choses qui ont du sens pour nous. Donc, il faut repérer des agences, il faut repérer des indépendants, il faut repérer des studios, des choses qui nous parlent, où on se dit, là, je pense qu'on a des valeurs communes, qu'il y a quelque chose, il y a des synergies à trouver, et que eux, ils peuvent m'apporter, mais que moi aussi, j'ai quelque chose à leur apporter, parce que je mettrai ma petite pierre à l'édifice. Donc, il faut commencer par là. Des fois, bien évidemment, ça marche pas parce que soit il n'y a pas de poste, soit parce que notre profil finalement ne correspond pas à la demande. Là, il faut étendre, mais c'est un petit peu la roulette russe. Des fois, ça se joue à rien, des fois, c'est juste on tombe au mauvais moment, et des fois, on ne sait pas pourquoi, c'est la magie qui fait que on a trouvé des clients très rapidement. Ça dépend de chacun, en fait. Moi, j'ai eu cette chance de ne pas avoir à démarcher du tout en sortant de l'école, mais aussi parce que j'avais mis en place des choses en amont. Donc ça a été assez naturel. Et il faut avoir bien en tête aussi qu'un client satisfait, il en rapporte 10 autres qui sont eux-mêmes satisfaits. Et donc voilà, c'est exponentiel. Et c'est ça qui est super d'être à son compte aussi. Les clients ramènent des clients. Ouais, c'est vrai. Et du coup, faut que tu chronomètres entre guillemets entre chaque... Enfin, pas pour une mission, mais savoir, voilà, par exemple, je sais n'importe quoi, un AK, ça me prend tant de temps à faire. Alors, combien je peux avoir de clients par mois par rapport à ça, ou ouais. ça varie d'être trop de monde au portillon, là, faites attention. Alors oui, ça arrive de refuser des demandes, bien évidemment. Tout dépend du flux de travail. Ça, c'est pareil, ça vient avec les années, et puis on fait des erreurs, et puis on se dit, oulala, la prochaine fois, faut surtout pas que je fasse ça. Donc maintenant, je peux le dire, au bout de 6 ans, j'arrive à mieux gérer ça. Bien évidemment, au début, des fois, je me suis retrouvée dans des situations difficiles à gérer, parce que j'avais mal estimé mon temps, parce que je m'étais vendue pas assez cher par rapport au temps. Enfin voilà, c'est normal de faire des erreurs. Et ça arrive souvent une fois, mais ça arrive pas deux. donc là, quand on arrive à un rythme de croisière où on a assez de demandes, c'est super parce qu'on peut se permettre aussi de choisir les projets qui nous font envie, sur lesquels on prend beaucoup de plaisir à travailler. Et c'est là qu'on atteint le summum d'être à son compte, c'est-à-dire de pouvoir créer nos propres règles, trouver du plaisir dans notre travail et d'être payé pour, parce qu'on fait du bon boulot. Donc ça, c'est génial. Il y a forcément des hauts et des bas dans une activité aussi. Il y a des creux, mais tout ça, ça se prévoit aussi quand on définit un nombre de journées à travailler, quand on se définit un tarif, on est censé prévoir aussi que, bien évidemment, peut-être qu'il y aura des problèmes à un moment, peut-être que aussi on va tomber malade, peut-être qu'il y aura des imprévus, donc on ne sera pas comme un salarié à travailler peut-être 5 jours par semaine et être assuré de ça. Mais c'est des choses qui s'apprennent et qui se gèrent assez facilement au final. Donc la question du démarchage, pour le coup, moi, elle se pose pas trop. J'ai la chance de pouvoir avoir un réseau assez étendu, et puis la magie des internets fait que le travail arrive, donc c'est super chouette. L'autre revers, c'est quand on sait pas dire non. Et puis voilà, c'est difficile. Des fois, on a envie de contenter tout le monde et de travailler avec tout le monde, mais ça nous amène dans des situations pas possibles parce que finalement, notre journée, elle est aussi longue qu'un salarié et qu'il faut savoir mettre des limites en fait. Mais du coup, c'est une bonne transition sur comment est-ce que tu t'organises justement entre toi, Alix, ouais. Studio Horty et mon appart. Et je fais une aparté. Pourquoi Studio Horty ? Alors, le nom Studio Horty, c'est ça. La question s'est posée quand j'ai voulu plus mettre un nom de structure et plus être sous le nom de Alix Leroy. Donc, de trouver un nom. J'ai regardé autour de moi et j'avais surtout pas envie de tomber dans le cliché de quelque chose communication ou gna visuel. Ça me ressemblait pas et je trouvais ça très très froid. Et je me suis dit que finalement,
prendre quelque chose d'assez personnel, parce que c'est un petit peu ça l'entrepreneuriat aussi, c'est on y met un peu de nous, de notre personne et de notre cœur. Donc je me suis dit, je vais essayer de trouver un nom qui me ressemble. Et Orti, ça a été un... J'ai une théorie, attends, j'ai une théorie sur l'ortie. Tu te baladais en montagne, t'es tombé dans un ruisseau, tu t'es accroché des orties, t'as fait ortie, et voilà. Non. C'est un peu plus joli que ça, enfin, j'espère. Orti, c'est un mot qui me suit depuis longtemps parce que je le trouve intéressant déjà en termes de sonorité. Okay. Et il est juste associé à un moment heureux. Pour moi, les orties, c'est associé à mon enfance, à toutes ces après-midi de liberté totale où on était dans les champs, on faisait des cabanes et on rentrait le soir et on avait les jambes égratignées par les orties, mais qu'en fait on était les plus heureux du monde, quoi. Et on avait une espèce d'insouciance, et je sais pas pourquoi dans ma tête les orties c'est quelque chose qui est poétique, et j'aimais bien en fait ce double sens qu'on pouvait avoir. Justement, les orties c'est quelque chose qui pique et désagréable, et alors que c'est une plante qui est magique, qui a plein de vertus aussi. Et je me suis dit, j'aimais bien ce terme là pour ça, et ça interrogeait aussi, ça questionnait, tu vois, la preuve tu me poses la question aujourd'hui, ça pouvait questionner les personnes qui croisaient ma route, et j'avais déjà beaucoup travaillé autour de ce mot là pendant mes études. Et je me suis dit, oui, finalement, ça va être ça. Je l'ai parlé d'un H et d'un tréma. Oui. Pour coller plus, on parlait de style scandinave tout à l'heure. Donc voilà, ça lui donnait aussi un look un peu graphique. Et puis voilà, c'est parti de là. Et je regrette pas. Je me le suis approprié. Ouais. Et donc oui, pour revenir sur la... Pardon, oui. non, mais pas de souci. Pour revenir sur la gestion du temps, justement, avec... Donc là, actuellement, le plus dur à gérer, c'est qu'il y a à la fois l'activité bande à part, qui est toute récente, qui a 3 mois, même si ça fait longtemps que j'essaie de la mettre en place. Et puis, mais là, officiellement, elle se développe depuis 3 mois. L'activité du studio, qui est déjà bien en place, mais qui se développe. Et puis, la vie perso à côté. C'est pas évident tous les jours, faut vraiment jongler, et j'en suis pas arrivée à avoir de solution. C'est-à-dire que je compose, je fais au mieux, j'essaie de dédier du temps à ces 3 pans-là. Studio Orti reste ma priorité parce que c'est, on va dire, c'est mon activité rémunératrice aussi, qui me permet de développer à côté bande à part, qui là est plus quelque chose... une activité aussi de passion et plus de transmission, plus humaine, etc. Donc Studio Orti reste ma priorité, en tout cas en termes de semaine, je travaille vraiment beaucoup sur Studio Orti. Tous les jours, je dédie un temps à répondre à mes clients, répondre à mes projets, développer l'activité. Et bande à part, c'est de manière plus ponctuelle, c'est-à-dire que c'est rythmé aussi, il y a forcément un temps de coworking ou 2 par semaine, donc j'ai mon agenda prévu à l'avance. Et puis j'y dédie souvent, on va dire... 1 à 2 heures tôt le matin, je commence ma journée comme ça, c'est-à-dire que c'est là que je mets en page les articles, c'est là que je prépare mes posts pour les réseaux sociaux, c'est là que je fais les brouillons de mes réponses de mail, les choses comme ça. Et puis par contre, j'ai pas trop de soucis en termes de caler mon activité avec ma vie perso. Je suis assez carrée pour ça parce que c'est un vrai point que j'ai voulu mettre en place depuis le début, c'est-à-dire pouvoir avoir des horaires et fermer la porte du bureau et entamer ma journée off. Donc j'ai des horaires précis, je commence à heure quasiment fixe tous les matins, je finis quasiment à heure fixe tous les soirs, et je travaille pas le week-end. Donc ça, c'est des propres règles que j'ai mis en place, et ça fait à peu près, je pense, oui, ça doit faire 4 ans que j'arrive vraiment à tenir ce rythme-là. Quand on débute, forcément, on est un peu un petit chien fou, et puis il y a beaucoup de choses à faire aussi, et il faut développer l'activité, donc on prend tout, et puis on compose comme on peut, mais c'est aussi un petit luxe qu'on peut se permettre, plus l'activité commence à rouler par elle-même, de dire, bon, maintenant, je vais me poser des règles, parce que c'est aussi comme ça qu'on tient dans le temps, et qu'on arrive à être plus heureux dans son travail, en fait. Moi, j'avais posé cette question-là par rapport au mariage. Ah oui. Je sais que j'ai vu que tu faisais des organisations de mariage un petit peu. Alors, oui. J'imagine qu'il faut être hyper carré pour que tout rentre correctement. Alors, l'organisation de mariage, je le fais plus du tout. C'est quelque chose que j'ai testé parce que c'est l'avantage de pouvoir être à son compte. J'y suis venue par l'axe déco, en fait. J'ai commencé à bosser en graphisme pur et dur, illustration, et très vite j'avais une sensibilité qui allait vers la déco, l'agencement, les choses comme ça, mais que je développais, mais de manière totalement personnelle. J'étais pas formée pour. Et puis j'ai eu une première demande d'un client sur du graphisme, mais qui allait jusqu'à la déco. Et j'ai pris le challenge, je me suis dit d'accord, pourquoi pas. J'ai fait du design de vitrine, et là je me suis dit j'adore ça, il faut que je le développe. Le design de vitrine m'a amené à rencontrer un couple de futurs mariés qui m'a dit mais Alix, nous on voudrait que tu fasses la déco de notre mariage.
Ok. Moi, quand on me lance un challenge comme ça, bah, je dis oui. Je n'ai pas réfléchi très longtemps parce que je me suis dit c'est une belle opportunité. Je m'en sentais capable, bien évidemment. J'aurais pas accepté. Et je me suis dit il faut que je le tente. Je vais tout faire. Je vais mettre mon énergie là-dedans et essayer de voir si ça me plaît. Et pourquoi pas, à terme, le développer. Et ce qui a fait que pendant 1 an, j'ai développé cette 4x4 plus mariage. Donc là, je faisais la déco des mariages. J'ai été jusqu'à carrément le wedding planning, dont je me suis formée, j'ai pris des cours en ligne, ça a été intense, tout en gardant l'activité de graphisme et d'illustration. Et c'est une expérience que je regrette pas du tout, ça m'a amené beaucoup de points positifs. Je ne l'ai pas continué purement par choix parce que je pense que tout à l'heure on disait justement de faire des choix. À vouloir tout faire, on s'y perd. Et j'ai senti qu'à un moment il fallait que je choisisse si je voulais me spécialiser dans le mariage, à la fois en termes de graphisme et de déco aussi, mais en graphisme il y a beaucoup de choses à faire aussi dans le mariage, ou si je gardais justement la typologie de clients que j'avais qui était plus ouverte, qui pouvait être à la fois des particuliers et des agences. Et j'ai très vite su répondre à ça. Je me suis dit non, je pense pas que je suis faite pour travailler dans l'univers du mariage ad vitam aeternam. Donc j'ai pris ce qu'il y avait à apprendre et voilà, ça a été une belle expérience. Et après j'ai continué plutôt à développer le reste et j'ai laissé tomber le mariage, j'ai plus accepté les missions de mariage. Ça m'a appris beaucoup de choses sur la gestion de projet. Et ça m'a donné aussi accès à d'autres missions, mais de déco événementielle, là plus pour donc des marques, et de faire de la déco pour des marques, pour des événements, pour des soirées. Et je pense que j'aurais pas décroché ces contrats si j'avais pas eu cette expérience globale de travailler, par exemple, pendant 8 mois sur le développement d'un mariage, sur... 8 mois. Ah bah oui, parce que quand on fait du wedding planning aussi, il faut vraiment tout organiser de A à Z. Donc moi, gérais à la fois la partie graphisme, la partie décoration, la partie prestataire. C'était une super expérience, mais oui, j'ai pas eu cette volonté de continuer dans le mariage. J'ai fait des salons du mariage, j'ai tout donné, j'ai fait de la calligraphie, j'ai testé plein de choses. Il y a des belles choses à faire, mais j'avais envie de continuer l'aventure sur d'autres choses et j'étais pas prête justement à me fermer les portes du graphisme en général et j'aimais trop de trucs pour me spécialiser là-dedans. Ouais. Moi, je reste choquée sur les 8 mois de préparation. Ah ben, un mariage, oui, c'est du taf. Alors, tout le monde n'a pas autant de temps de préparation. Il y en a, c'est beaucoup plus, il y en a, c'est beaucoup moins. Tout dépend des attentes. Pas une semaine. T'es quelqu'un de très organisé, Arthur. Ou pas organisé, justement. Peut-être, ouais. Faut voir la gueule du mariage après. Et bah, du coup, c'est bien parce que c'est des projets passés qui t'ont permis de faire d'autres choses. Oui, tout à fait. Ça nous emmène vers la 4e partie. Oui. La dernière avant le tiramisu. J'ai hâte. Miam 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 miam. Du coup, peut-être parler de nouveautés à la rentrée. On est en juillet. Oui. Est-ce que tu as des choses prévues pour septembre ? Ouais, au niveau du studio. Alors là, je travaille sur des projets de mise en place d'identité qui sont assez longs finalement, donc qui m'occupent déjà actuellement depuis 1 mois ou 2, mais qui vont continuer à la rentrée. Avec un heureux hasard, j'ai eu une mission l'année dernière, enfin à cheval sur cette année, de refonte de l'identité et de la mise en place d'un web design pour une très belle marque qui s'appelle Nuo. C'est Nuo Box, qui font des cosmétiques naturels et bio. Okay. Et j'ai adoré ce travail, ça a été un vrai plaisir, l'équipe était chouette, ce qui m'a fait une belle visibilité aussi sur mon portfolio. Et ça m'a amené énormément de contacts avec des clients dans l'univers du cosmétique et dans l'univers justement un peu écolo, respectueux de la planète, etc. C'est très agréable de travailler pour ce genre de marques qui sont sensibles justement à des valeurs que j'essaye de mener au sein du studio. Donc là, j'ai la chance d'accompagner des vieilles marques qui sont en refonte carrément de leur identité. Donc c'est des marques qui ont été mises en place il y a des dizaines d'années, sur du cosmétique ou sur de l'huile essentielle. Et eux, ils ont un brief qui est de se remettre au goût du jour. C'est des marques qui fonctionnent très bien, mais qui ont envie de donner un coup de jeune. Donc là, je travaille dessus. C'est super de voir des marques qui me font confiance pour les accompagner. Et puis là, je développe à la rentrée beaucoup aussi d'accompagnement et de conseils en identité de marque pour des jeunes entrepreneurs, des gens qui se lancent à leur compte, mais qui ne savent pas trop se dépatouiller avec comment on communique et comment on met en place une identité, comment on la fait vivre. Et c'est quand même un point central quand on lance une activité, en fait, il faut réussir à être visible sur un marché, il faut accrocher, il faut réussir à communiquer de la meilleure manière qui soit. Et donc là, j'ai des coachings plus longs donc je rencontre des entrepreneurs,
qui ont un projet, qui le développent ou qui l'ont développé et qui ont un besoin plus d'être identifiés. Donc de là, je leur donne les clés pour... ça va de comment on communique sur les réseaux sociaux à comment on met bien en place une identité, comment on s'en sert, comment on le développe, comment on se présente à nos clients, nos supports. Donc là, c'est plus des rendez-vous de conseil. Là. Il n'y a pas de création, mais je suis là vraiment plus comme de l'accompagnement, du consulting en fait. Et là, j'interviens aussi pour des entreprises. Donc c'est super de venir juste parce que maintenant, les entreprises peuvent venir pour mon expérience, de dire bah tiens, j'ai vu que tu avais accompagné des marques, tu avais accompagné des indépendants, bah, nous on veut aussi que tu nous donnes ton avis et ça c'est génial, c'est super gratifiant parce qu'il y a un petit côté humain aussi de se dire bah, on sert à quelque chose et qu'on fait avancer le public, même s'il n'y a pas de création. Donc ça sort aussi de l'ordi et ça fait du bien de rencontrer des gens puis de pouvoir échanger sur ces thèmes-là qui sont aussi une passion pour moi. Donc, Du coup, on va faire une ellipse et on va manger le tiramisu. ouais. Miam 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 miam. Nous revoilà après le tiramisu. C'était très bon. Merci. Du coup, là, c'est l'heure de la carte blanche d'Alix. Il me semble que tu voulais nous parler de la bande à part. Ouais, pourquoi pas. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de parler en effet de bande à part, qui est la nouvelle activité que j'ai mis en place il y a 3 mois maintenant. Qui est donc un collectif d'indépendants, donc nantais pour le coup, mais qui est ouvert aussi globalement à tous les indépendants du monde entier. Mais on agit pas mal localement, vu que le but c'est aussi de se rencontrer et d'animer des choses. Donc l'idée de bande à part, elle est née en fait d'un constat simple, c'est que quand on est indépendant, souvent on est confronté pas mal à la solitude, qu'on a beaucoup de questions, qu'il y a beaucoup de choses à gérer et qu'on n'a pas forcément les clés pour réussir à avoir des réponses sur tout, et que des fois il faut être à la fois faire son cœur d'activité, mais aussi être comptable, secrétaire, commercial, donc, et qu'on n'est pas forcément bon partout, ce qui est normal, et qu'il faut l'accepter aussi, mais qu'on a besoin d'aide. Et donc à la suite de ce constat-là, je me suis dit à l'ego, pourquoi pas s'entraider, on a tous des compétences qui se complètent bien, on a tous aussi un besoin d'échange, et j'ai commencé à faire des sessions de coworking il y a 2 ans et demi maintenant, juste parce que j'avais une grande table et un très grand salon, et que j'avais des gens autour de moi qui étaient en demande de passer des moments entre indépendants pour travailler et sortir de chez eux, des gens qui ne pouvaient pas forcément se payer un bureau à l'extérieur, et c'est devenu récurrent, c'est-à-dire qu'une fois par semaine j'accueillais des indépendants pour travailler à la journée, et là vraiment je me suis dit bon, c'est génial ce qui se passe, tout le monde fait des rencontres, on est en notre réseau, on peut se poser des questions, on peut avoir un regard aussi extérieur des fois sur des travaux, donc on ressortait souvent enrichi des sessions de coworking, et puis le temps a passé, ça a pris de l'ampleur, je voyais que la demande allait au-delà juste d'une session par semaine, et puis moi étant passionnée par l'entrepreneuriat à côté, ayant toujours été à mon compte, j'ai commencé à me former plus sur de l'accompagnement, sur des thématiques de gestion, d'administratif aussi, parce que c'est un des gros points noirs des indépendants, et qu'il y avait du travail à faire là-dessus, et que je suis pas du tout allergique à ça, voire même j'aime bien ça. Et donc je répondais de plus en plus à des questions, j'étais sollicitée, je voyais qu'il y avait un besoin, et l'idée de mon appart en fait elle est née comme ça, juste d'un simple constat au contact d'autres entrepreneurs. Et il y a 1 an maintenant, j'ai commencé à réfléchir à quelle forme ça pourrait prendre. J'avais commencé déjà à mettre en place des ateliers formation sur des formats courts de 2h30 sur des thématiques particulières. Moi j'animais ce que je pouvais animer, donc sur l'identité de marque, la communication, et puis je faisais appel à d'autres indépendants pour des notions digitales, administratives, de choses comme ça. Et puis ça commençait à devenir compliqué de communiquer dessus, parce que je communiquais au sein de mon activité de graphiste, donc Studio Horty. Je me suis dit non, il faut que je touche une cible qui est beaucoup plus étendue que ça en fait, et l'idée de bande à part est née. J'ai continué à creuser le concept, et puis il y a 6 mois je me suis dit bon allez go, on y va, on se lance. Donc j'ai commencé à travailler sur le site web, sur les supports, sur les différentes thématiques qu'on pourrait aborder, et puis le bébé a vu le jour il y a 3 mois, donc c'est super. Ça prend donc plusieurs formes. Il y a un blog, un site avec une partie blog, donc où on essaie de sortir un article par semaine sur la thématique du freelancing, donc c'est assez vaste. Le but c'est de pouvoir parler de différents aspects, faire des portraits, faire aussi des articles plus pour nous former, pour apprendre des choses.
plus informatif. Et puis il y a aussi une partie annuaire sur le site de la bande, où là le but c'est de mettre en avant les différents freelances qui croisent le chemin de Bande à part, qui donnent un peu de leur temps, et puis qui peuvent être une référence aussi quand on cherche un prestataire ou quand on cherche un partenaire, de se dire tiens, je vais aller voir sur le site de la bande, et puis je vais rencontrer des gens qui partagent aussi les mêmes valeurs. Le but c'était de s'entraider vraiment et de réussir à faire un cumul de toutes notre connaissances pour mieux vivre notre quotidien d'indépendant, et puis s'améliorer dans notre activité. Et je suis ravie parce que ça prend bien, il y a eu un bon accueil, il y a pas mal de nouveautés, des gens qui sont prêts aussi à s'investir. Donc là on essaye de mettre en place des événements, on fait des ateliers thématiques, mais on a le projet de faire des tables rondes, de faire des speed meetings, enfin voilà, tout ce qui est possible pour un peu se faciliter la vie, et puis développer notre réseau et être un peu plus épanoui. Un podcast aussi ? Et un podcast, oui. C'est le prochain. On en parlait hier soir, j'ai fait une petite réunion avec les bénévoles, histoire de boire un coup et puis parler un peu de la rentrée de Bande à part. Et oui, figure-toi que le podcast Bande à part va voir le jour. C'est une connaissance à moi qui s'appelle Dimitri Régnier, qui est donc un professionnel du son et qui est vraiment passionné par le format du podcast aussi et par les histoires des gens. Et on en a, nous, des histoires en tant qu'indépendants à raconter. Et le but, ça serait de changer un petit peu de ce qui se fait, parce qu'il y a beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat qui existent. Et là, on aimerait prendre un petit peu le contre-pied et pouvoir plus raconter les choses un peu moches qui nous sont arrivées aussi, les histoires, les anecdotes, de dire être entrepreneur et réussir, ok, mais forcément, ça prend du temps et on est confronté à des situations des fois compliquées ou drôles, et de pouvoir en parler et de faire des interviews. Donc, on ne sait pas encore à quelle régularité ça... Voilà, on va se caler, mais le but, ça serait d'interviewer un membre de la bande à chaque fois et qui nous raconte un peu son histoire et qui nous montre un peu les coulisses du freelance, quoi. Et du coup, Bande à part, ça s'adresse aux personnes qui font de l'illustration ou à tout le monde ? À tout le monde. C'est vraiment pas du tout fermé, c'est-à-dire ça s'adresse à tous les entrepreneurs, tous les freelances, tous les indépendants, toutes les personnes qui sont à leur compte et qui sont travailleurs indépendants. Le but, c'est de varier aussi les différents profils et les différents métiers, parce qu'on est quand même tous confrontés à des problématiques à peu près similaires, mais de pouvoir avoir un regard qui est pluriel et avec des solutions différentes, c'était vraiment important. De base, dans Bande à part, il y a beaucoup de métiers créatifs, parce que, ayant mon activité au sein du studio, forcément, ça a été mon premier cercle qui m'a suivi, qui a connu le projet. C'est plus facile de les toucher eux aussi parce que c'est mon réseau principal, mais je suis vraiment... je me fais un combat de toucher d'autres personnes, d'autres typologies de métiers. Et là, actuellement, oui, ça va en effet du graphiste, mais ça passe par le coach en bien-être, en passant par des architectes d'intérieur, des développeurs, des consultants en communication. On couvre toute typologie de clients, tout type de travaux, tout type de missions. Donc le but, c'est d'avoir une vraie diversité pour pouvoir s'entraider et s'amener des solutions c'est cool. Diversifiées, quoi. Et justement, à terme, il y aura, je sais pas, pas une barrière d'entrée, mais quelque chose pour entrer, parce que moi, ce dont j'ai peur, c'est que ça devienne un annuaire, justement, et que ça soit plus très vivant. Là, c'est vivant. Comment est-ce que tu penses faire pour... j'ai pas trop peur de ça. Alors, pour le coup, le fait de faire un billet d'entrée... non, pas forcément. Pas de l'argent, mais peut-être un... Qu'est-ce que tu de peux apporter de plus? tu veux dire? Non, en fait, c'est pas trop dans la démarche, parce que là, le but, c'est d'apporter une réponse ou une solution, de mettre en place des choses et que chacun puisse venir piocher. C'est-à-dire que si, par exemple, toi, tu as un besoin parce que tu es nul en démarchage et qu'il se trouve qu'il y a un atelier qui est organisé tel jour et que tu es dispo, et ben tu es le bienvenu. Mais si après, pendant 3 mois, t'es pas là, que t'es pas intéressé, c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir une communauté. Et il y en a toujours, c'est-à-dire des gens qui sont investis, des gens qui organisent des événements, qui m'aident aussi à animer cette communauté-là, à pouvoir faire des sessions de coworking, des choses comme ça. Et en fait, on se rend vite compte qu'il y a un noyau dur qui se crée aussi de gens qui sont en demande, et que le réseau s'étend très vite, et qu'après, ça fait des petits. Donc,
c'est pas très grave si on est beaucoup par la suite, parce que ça nous amène des avantages aussi. C'est-à-dire que là, plus on développe la communauté bande à part, plus on a accès aussi à des partenariats, par exemple avec des marques, avec des logiciels, avec ce qui nous propose des services avec des prix réduits, par exemple. Donc ça, c'est bien pour nous parce que ça aide les indépendants. Mais dans tous les cas, les ateliers et puis les sessions de conseil et le coworking, il y a des places, qui veut vient, et il y a des inscriptions, donc il y a un quota aussi. Et je pense pas qu'on se fera dépasser par ça. Non, tout le monde est le bienvenu. Et c'est limité géographiquement à Nantes ou ça a tendance à s'éparpiller un peu partout? Non, alors c'est pas limité à Nantes dans le sens où on a des moyens de parler de l'entrepreneuriat, et notamment, c'est pour ça que le blog existe, à des entrepreneurs qui sont partout en France. On l'a accès local pour une raison très simple, c'est que le projet est né à Nantes, donc c'est plus facile d'organiser des choses en présentiel à Nantes et de regrouper les Nantais, et en termes de communication, c'est aussi plus facile de s'étendre. Après, pourquoi pas, si ça fonctionne bien, pourquoi pas un bande à part Bordeaux, pourquoi pas un bande à part Marseille, pourquoi pas un bande à part Lyon, avec des initiatives en local, d'ateliers, de choses comme ça, sur des mêmes principes et sur des valeurs qui sont les mêmes, à savoir l'entraide et la bienveillance. Donc ça peut prendre une ampleur s'il y a une communauté qui est derrière et qui a envie de se développer. Moi, je suis partante pour le faire. Je mets toute mon énergie en local à l'heure actuelle parce que c'est ma mission première, de déjà faire en sorte que ça puisse marcher en local. Il y a des demandes déjà parce qu'il y a des indépendants qui nous suivent, qui sont dans d'autres villes de France. Si on arrive à regrouper ces gens-là et que ça fait des petits, tant mieux. Si on arrive à faire des initiatives ailleurs, ce serait top. C'est cool. Non, ça fait penser aux alumni de ces écoles un peu. Ouais. Sauf que là, du coup, il n'y a pas eu d'école, c'est les gens qui viennent et qui ensuite... c'est vrai. C'est plus, là où d'habitude un organisme après essaye de regrouper, et puis non, là c'est l'inverse, c'est plein de petites particules qui se regroupent et puis qui créent un collectif, un organisme. Ouais. Et le truc, je trouvais cool aussi, c'est que ça soit à Nantes, l'épicentre, et pas à Paris. Non, parce que c'est vrai que généralement on pense créatif, c'est ce qu'on disait, souvent les gens vont à Paris parce que c'est là où il y a le plus de demande. Et c'est un bassin d'initiative parce qu'il y a aussi beaucoup de gens et parce que c'est très, très vivant. Après, c'est vrai que c'est un atout parce qu'il y a une place aussi qui permet de développer ce projet, parce qu'il y a une envie et une attente et qu'il n'y a pas 15 000 solutions à l'heure actuelle pour quand on a une demande, quand on veut étendre notre réseau. Il y a des structures qui existent à Nantes, il y a d'autres collectifs qui sont très très bien, et le but c'est aussi de travailler main dans la main avec ces gens-là. Mais oui, Nantes est une belle ville pour développer ce projet parce qu'il y a de la demande et il y a une dynamique et qu'il y a plein de choses à faire de possible, donc on va à fond. Du coup, je vais te poser 3 ou 4 petites dernières questions. Oui. Quel est ton mot préféré? Alors, je pense que ça serait plutôt entre guillemets une expression. Il y a une expression que je dis très très souvent et je pense que ça qualifie un petit peu, en tout cas les gens qui me connaissent riront de m'entendre dire ça, mais je dis souvent mazette. Alors je sais pas du tout si tu connais cette expression. Je peux pas vraiment te dire d'où ça vient, je sais pas si c'est parce que je suis bretonne ou pas, je n'en sais rien, mais je dis très souvent mazette. Alors c'est dans un contexte où soit je suis surprise, soit je suis très enjouée. Je vois quelque chose, je dis oh là là mazette c'est génial, ou oh là là mazette il a pas été sympa quoi. Et c'est très naturel dans mon vocabulaire et je trouve que ça apporte une petite touche. Je saurais pas t'expliquer, mais j'aime beaucoup cette expression. Mazette. Alors une zette ça veut rien dire du tout, hein. Il n'y a pas de connotation bizarre, je sais pas, c'est une expression comme ça. À creuser, ouais. Là c'est le petit moment pub pour les autres. Est-ce que tu peux me donner les noms de 3 artistes que tu souhaites recommander aux gens qui nous écoutent? Ok. Artistes au sens large. Artistes au sens large. Pour le coup, comme je disais tout à l'heure, en off, on parlait un peu d'Instagram aussi, tous les deux. Et moi, je trouve que c'est une belle source pour trouver des talents et qu'il y a des gens extrêmement doués que j'ai découvert via Instagram. Donc là, je pourrais t'en citer, je pense, 3. Alors, c'est 3 filles, c'est totalement un hasard. Mais la première, ça serait Charlotte Chauvin. Elle est plus connue sous le pseudo de C'est Chat Coco. Je sais pas si tu connais. C'est une illustratrice que je trouve extrêmement touchante. Elle fait des dessins au trait, souvent en noir et blanc. Beaucoup d'humains dedans. Et
elle parle beaucoup de sentiments. Je trouve ça extrêmement pertinent. En quelques traits, elle arrive à faire ressentir une émotion, un sentiment. Je t'invite à la regarder quand t'as le temps. C'est fabuleux ce qu'elle fait. Enfin, c'est très très poétique, c'est bien dosé. Donc, elle, c'est vraiment une belle source d'inspiration en termes de créativité. Dans un style totalement différent, une peintre londonienne qui s'appelle Kit Hagar. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'est pas forcément des noms très très connus en France. Non, mais alors, de toute façon, je mettrai le lien dans les descriptions. Charlotte Chevin est connue dans son milieu, mais donc Kit Hagar, elle fait de la peinture. On parlait de couleur tout à l'heure, alors faut aller voir son travail si vous aimez la couleur. Elle a des tons très pastels, très roses, et elle travaille beaucoup les formes géométriques. Elle fait des compositions et le corps humain. Et c'est magnifique. Enfin, elle a une gestion des formes et des couleurs. Elle a un vrai talent, donc je conseille beaucoup, vivement son travail. Et la dernière, qui est plus connue, je pense que tu connais peut-être, ça serait plus Léa Maupetit. Je sais pas. Je crois que Léa m'en a parlé. Ah, c'est vrai? Ah, bah oui, ça m'étonnerait pas. Je me souviens qu'elle a dit oui, c'est parce qu'elle a le même prénom que moi, mais je pense peut-être. Bon, si Léa, on a déjà parlé, on peut parler d'une autre Léa dans ces cas-là, ça serait Léa Pivert. Okay. Léa Pivert, c'est une illustratrice qui a un style de dessin assez naïf, très doux, très poétique. Elle fait des illustrations, là, à l'inverse de Charlotte Chevin, qui est plus au trait, assez léger. Là, c'est des illustrations très complètes, on peut se perdre un peu dans tous les détails. Et c'est très touchant aussi, elle fait un super boulot, donc je vous recommande son travail si vous ne connaissez pas. Donc, 4 recommandations. Ouais, trop bien. Bah oui, Léa Maupetit, c'est vrai que c'est un peu une référence. Et là, c'est un peu la question, je vais pas la faire à texte, la question machin, mais c'est la question un peu, est-ce que tu as déjà fait une rencontre folle, étrange, cool, drôle, peu importe, avec quelqu'un de connu? De connu. Alors, connu, un peu connu quand même. Il y a 4 ans de ça, j'ai pris l'avion pour aller à Rome en vacances. Et il se trouve que j'étais assise loin du copain avec qui je partais en vacances. Et donc, j'avais un siège toute seule dans l'avion parce qu'on n'avait pas pris nos billets au même moment. Et le vol n'est pas très très long, donc ça ne me dérangeait pas. Je m'installe et il se trouve qu'il y a une personne qui s'installe à côté de moi, un monsieur. Je le calcule pas au début. Et puis ce monsieur se met très vite à me parler. Adorable, très gentil. On a un échange pendant tout le vol. C'était vraiment atypique comme conversation, d'avoir une conversation très personnelle avec un inconnu, totalement un inconnu, qui me propose de se revoir à Rome, qui me propose plein de choses. Et ce monsieur-là, je sentais bien qu'il avait quelques contacts, qu'il pouvait connaître quelques stars, des choses comme ça. C'est pas quelque chose qui naturellement m'intrigue. Je suis pas forcément portée sur la jet set, les people, donc j'ai pas posé beaucoup de questions. Mais voilà, je descends de l'avion, bref, on échange quand même nos numéros de téléphone. Et puis on s'écrit de temps en temps, mais voilà, ça se délie normal, quoi. Quelqu'un que tu rencontres dans l'avion et avec qui tu vas pas plus loin. Et puis je me souviens, quelques mois plus tard, je rentre chez mes parents un week-end et mes parents regardaient les infos. Et mes yeux se posent sur la télé et là, cet inconnu de l'avion qui était au JT. Alors. Et je me dis, c'est fou. Et en fait, il se trouve que c'est une très belle personne. C'est la personne qui est à la base de... En ce moment, on parle beaucoup du gaspillage alimentaire. Et il y a une loi qui est passée, qui a fait beaucoup de bruit, mais on ne connaît pas forcément la personne derrière. Et Arrache, il s'appelle Arrache Derenbarch. Et c'est le monsieur à l'origine du changement de loi qui fait que maintenant, quand des magasins ont des invendus, ils ne peuvent pas refuser si une association souhaite les reprendre, en fait, pour éviter le gaspillage alimentaire. C'est une énorme loi qui révolutionne aussi... en France, ce qui se passe au niveau des magasins et du fait que ce soit une aberration qu'on gaspille comme ça autant de produits. Et je le vois là, et depuis, je n'arrête pas de le voir partout. Je vois des articles de lui, et je vois qu'il y a des interviews dans des gros magazines comme Forbes et tout, et je suis là, mais c'est l'inconnu de l'avion, et c'est quand même fou, quoi. Et parfois, il m'écrit encore, et j'ai un petit message, et je me dis, waouh, si j'avais su, je lui aurais posé plein de questions. Et c'est drôle, comme quoi la vie. Tu peux toujours, du coup. Bah oui, je pourrais. Bon, après, c'est un homme très occupé, je vais pas l'embêter avec mes considérations sur la planète, l'écologie, je pense qu'il a beaucoup à faire déjà, mais c'est drôle, c'est sympathique. C'est marrant. Donc une petite star à son échelle quand même, je trouve. Qui a changé les choses. Qui a changé les choses. C'est cool. Alors du coup c'est un peu difficile de passer après ça, mais... Ah bah ouais. Est-ce que tu lis?
Est-ce que tu peux du coup nous conseiller quelques livres que toi t'as déjà lus, soit que t'es en train de lire, ou peut-être qu'ils sont en train d'attendre une pile à lire, je sais Ouais, pas. c'est rigolo que tu poses cette question parce que c'est exactement la même question que j'ai posée sur le Insta de la bande à part parce que j'aimerais bien faire un article justement sur les lectures à lire pour les indépendants. Et moi-même, dans cette fameuse liste, j'en ai ajouté un qui s'appelle Backpack, qui est un super livre. Alors je l'ai sous les yeux, alors c'est facile. Qui a été écrit par Madines et La Petite Étoile. Alors c'est un super ouvrage qui donne énormément de clés sur quand on est à notre compte, tous les off, en fait tout ce qu'on nous apprend pas à l'école et qu'il faut gérer. Et petit plus, le livre est extrêmement bien mis en page, c'est un bel ouvrage et j'aime bien cette idée du backpack, c'est-à-dire ce petit livre là il faut l'avoir toujours sur soi parce que c'est ton petit sac à dos qui te suit dans tes aventures et que c'est un peu le couteau suisse de quand tu veux te débrouiller à ton compte. Donc c'est un super bouquin que je conseille vivement. C'est à la fois un beau livre, il se lit facilement, il est clair. Donc foncez si vous êtes à votre compte, c'est le livre à avoir sur sa table de nuit. Et même suivez Madines, parce Ouais, que à fond. c'est très pour les entrepreneurs, C'est super, c'est du contenu qualitatif et c'est trop chouette de voir qu'il y a des gens comme ça qui sont là aussi pour partager et pour nous aiguiller. Donc ça c'est mon petit coup de cœur de livre. Je me souviens de ta story justement j'avais répondu donc Backpack et un deuxième j'avais répondu Le Roi Lion. Alors pas de Disney. Oui, c'est vrai que j'avais vu ta réponse, je me suis dit Le Roi Lion, comment ça, il y a peut-être un parallèle à faire avec les entrepreneurs. Non plus. Enfin, peut-être, et après j'ai mais... été voir de quoi tu parlais. ça, et je l'ai pas lu celui-ci, il est dans ma liste pour l'été. Moi je l'ai sur ma pile à lire et je l'ai pas encore lu non plus. Bon comme ça on pourra se faire un petit retour quand tu l'auras. C'était qui c'était Oussama Ammar, c'est The Family. Oui, The Family c'est ça. qui fait ça. Ouais, mais a priori c'est pas mal. Ouais, à voir, à lire c'est bien, il y a août qui arrive, les pieds dans le sable, je vais faire mes petites lectures pour la rentrée, pour être au top. Et du coup, t'as un peu déjà parlé dans un article, bande à part, mais si tu devais recommander peut-être 1, 2 ou 3 podcasts que t'écoutes et que t'as écouté. Il y en a, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. En dehors du goûter. En dehors du goûter, ouais, je vais, celui-là vraiment, on le présente plus. Mais un podcast, là c'est l'actu du moment, donc ça me paraît normal d'en parler, mais Young, Wild and Freelance, qui est un bon podcast, donc créé par Thomas Burbidge, qui va à la rencontre d'entrepreneurs et qui parle du freelance sous différents aspects avec différentes thématiques, qui est très intéressant. Et pour sortir un peu de la thématique du freelance, dont je parle beaucoup parce qu'on sent que j'aime bien ça, purement personnel mais qui m'apporte beaucoup de choses dans ma vie, je réécoute toutes les émissions de La Tête au Carré sur France Inter. Alors je sais pas si tu vois de quelle émission je veux parler. Donc moi je les écoute en podcast en rediff parce que je suis pas forcément derrière mon ordi ou avec ma radio quand ils passent, mais c'est une émission qui est animée par Mathieu Vidard et c'est de la vulgarisation scientifique. Et c'est très très large et c'est extrêmement plaisant d'écouter ça. Bon, alors pour le coup ça déconnecte totalement du milieu, mais des fois ça fait du bien aussi. Et je sais que pour travailler, moi j'ai du mal à travailler soit dans le bruit soit en musique, contrairement à certains. Mais alors pour La Tête au Carré c'est parfait pour ça permet de concentrer mon attention et j'apprends des choses fabuleuses et c'est vraiment génial, ça amène un regard totalement frais et différent sur la science et il y a aussi une part d'histoire, enfin il y a beaucoup de choses et c'est très récurrent donc il y en a plein et ça fait des années que ça existe et c'est super cool, faut tous les réécouter. C'est vraiment science dure du coup? Qu'est-ce que t'entends par science dire? humaine, enfin je veux dire la différence. Non, c'est assez large comme thématique. Non, c'est assez... Oui, c'est étendu. Et ce qui est génial, c'est que c'est vraiment très accessible. Et Mathieu Vidard, pour le coup, extrêmement agréable à écouter. Il va toujours plus loin. Il a un esprit très, très affûté. Et c'est super. Enfin, cool. Donc, pour le coup, celui-là, on ne le trouve pas dans les top 10 des podcasts pour les indépendants. Mais si vous êtes un peu curieux et que vous aimez les choses un peu atypiques et puis qu'en travaillant, vous avez envie de vous cultiver un peu, je conseille celui-ci. Je vais surenrichir. Et moi, en ce moment, j'écoute Passion médiéviste. Okay. Et c'est une femme qui va à la rencontre de doctorants. Alors déjà, des doctorants en histoire médiévale. D'accord. Et elle leur demande de vous parler de leur sujet de recherche. Oh là là, ça doit être très particulier, c'est original comme approche. Mais en fait, moi j'ai fait l'histoire un petit peu avant, donc ça me passionne. D'accord, je comprends. Et
Et ça sort un peu de l'histoire médiévale telle qu'on l'imagine. D'accord. Il y a vraiment, j'ai plus parce qu'ils ont comme des noms compliqués, les noms des rois et tout de l'époque. Mais je vous conseille d'aller voir Passion médiévale et c'est super. Ah, cool. Je vais aller voir ça. J'aime bien l'histoire aussi. Ça va me mettre dans une ambiance un peu. Je sais plus combien de temps ça dure, mais quand t'es dedans, en fait, t'as envie d'écouter l'épisode suivant. Ouais. Et donc elle rencontre plein de doctorants comme ça. J'ai commencé depuis le début, donc moi j'ai commencé, je suis à l'épisode 2 ou 3 là. D'accord, ok. Ça marche. Et il me semble qu'il y a des sortes de batailles de rois. Enfin, j'imagine que les sujets, ça doit être des choses auxquelles on s'attend pas forcément en fait. Non. Ça doit sortir un peu des clous parce que de faire un doctorat sur déjà une époque comme celle-ci, j'imagine qu'il y a des thématiques très particulières auxquelles nous on n'est pas forcément familiers quoi. Même je crois que le jingle de son podcast justement c'est en gros je vais pas le faire là comme ça parce que je l'ai pas en tête, mais en gros elle sort un titre de comme on a l'imagination d'un doctorat genre j'en sais rien moi, la coupe de cheveux de machine dans le ruisseau du truc dans le fin fond du Périgord, tu vois. Et en fait non, ça c'est pas du tout ça, enfin c'est vraiment il y a des trucs tirés par les cheveux, ça c'est sûr, mais c'est très fort, moi j'aime bien. Non, j'irai voir, je rajoute ça à ma liste. Si tu cherches des podcasts, moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle Podcast Théo. Je connais pas. Et qui font des classements justement de plein de podcasts. C'est vrai et là en ce moment sur Twitter, Podcastéo, ils recommandent. J'ai fait une petite pastille d'ailleurs pour sortir CG. Et ils mettent tous les podcasts qui sont sortis. Il y a plein de. Ça parle de cinéma, genre Parlons Péloche, ça parle de. Parlons Péloche, c'est drôle. Il y a plein de trucs. J'y vais revoir. De vegan aussi, avec oui, en ce moment il y en a. C'est un sujet. Vous avez un sujet, il y a un podcast. Oui, vous cherchez quelque chose, vous trouverez la solution. Donc c'est très bien ça. On va ajouter bientôt Bande à part dans la liste et tout. On va tout couvrir là. Carrément. Trop chouette. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi Arthur de l'invitation. C'était chouette de partager avec toi. Répondu. Trop bien. Et puis, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si ça vous a plu, vous pouvez aider le goûter de 2 façons. La première, en vous abonnant à ce podcast sur vos plateformes d'écoute et en laissant un avis 5 étoiles afin de mieux référencer le goûter et qu'un maximum de personnes le découvrent. La deuxième façon est d'aller sur le site podcastlegoûter.com afin d'obtenir l'illustration réalisée par l'invité du mois. Pour me trouver et suivre l'actualité du podcast, vous tapez podcast-le-6 goûter sur Instagram. Enfin, pour recevoir des actualités sur le podcast et vous rappeler de sa sortie, inscrivez-vous à la newsletter présente sur le site podcastlegoûter.com. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Au revoir et portez-vous bien. Miam 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 miam